Ma scolarité primaire touchait à sa fin. J'étais en cours moyen deuxième année. À cette époque, peu d'élèves quittaient l'école pour entrer au lycée. La plupart se contentaient de passer leur certificat d'études primaires à l'âge de 14 ans, avant d'entrer en apprentissage auprès d'un artisan ou de rejoindre la vie active. Mes parents, eux, souhaitaient que je continue ma scolarité en sixième. Seulement voilà, à cette époque, pour entrer en sixième, ce n'était pas comme de nos jours. Il fallait passer un examen et être reçu pour être accepté dans un lycée ou dans un cours complémentaire local. Or j'avais un vrai souci. J'étais toujours très mauvais en orthographe depuis mon début calamiteux au cours préparatoire. L'épreuve d'orthographe était éliminatoire. Un 0 m'aurait condamné et j'aurais été obligé de rester à l'école élémentaire pour préparer le certificat d'études primaires jusqu'à l'âge de 14 ans. Ma mère avait entrepris de me faire travailler cette matière, mais les progrès étaient lents. M. Ducuin était pessimiste. Il prévint mes parents de mon échec probable. Finalement, je me présentai et je réussis l'examen, sans doute de peu. Ma mère tenait à me faire apprendre le latin, pensant sûrement que l'étude de cette langue me permettrait à terme de combler mes lacunes en orthographe. Je n'entrai donc pas en sixième au cours complémentaire de Matha, mais ils m'inscrivirent au lycée Guès de Balzac à Angoulême. À la rentrée d'octobre, je fus appelé un des derniers lors de l'appel, ce qui indiquait bien que j'avais dû être reçu de justesse. Mes parents n'avaient pas souhaité m'inscrire comme interne. Il leur fallut donc me trouver un correspondant chez qui je puisse être hébergé. Grâce à leur réseau de l'Église évangélique libre de Matha, ils furent mis en relation avec la famille Deslandes qui demeurait au numéro 5 de la place Saint-Gelais, en bas de la rue Saint-Gelais. J'allais au lycée à pied. La distance était telle que je pouvais revenir chaque midi déjeuner à la maison. La famille était composée de 5 personnes, les parents, 2 filles et un garçon. Ils hébergeaient une jeune fille de 20 ans comme employée de maison, que l'on appelait à l'époque la bonne. C'était une famille de la bourgeoisie protestante. Monsieur Deslandes, ingénieur agronome, travaillait à la direction départementale de l'agriculture où il occupait un poste important. Madame Deslandes élevait ses 3 enfants. Elle avait des occupations de bénévolat auprès de l'église protestante réformée d'Angoulême. Elle confiait l'entretien de la maison et la préparation des repas à son employé de maison. Ma mère lui avait demandé de surveiller mes devoirs et de s'assurer que j'apprenais bien mes leçons, mais elle se contentait de me demander si j'avais bien terminé mon travail. Comme je lui répondais par l'affirmative, elle se contentait de ma réponse. Aussi, les mauvais résultats ne se firent pas attendre. J'avais tendance à rêvasser devant mes leçons. Mon apprentissage des déclinaisons en latin était trop superficiel. Aussi j'eus vite fait d'être dépassé, de perdre pied et d'accumuler les mauvaises notes. Même mes résultats en mathématiques finirent par être désastreux. Chaque quinzaine, mes parents venaient me chercher pour que je passe le week-end à la maison, et je devais faire signer mon carnet de correspondance par mes parents. Je finis par imiter la signature de mon père. Lorsque celui-ci s'en aperçut, j'eus droit à une mémorable correction. Le trajet pour aller du lycée à la maison de la famille Deslandes n'était pas très long. Du lycée, j'empruntai la rue de Beaulieu, la rue Saint-André, la rue de la Cloche Verte, puis la rue Marengo. Arrivé à la place Marengo, je prenais la rue du Sauvage qui passait sous le rempart de l'Est, et après quelques pas dans la rue Montmoreau, à la hauteur de la chapelle des Bézines, j'empruntai la rue Saint-Gelais jusqu'à la place Saint-Gelais, située en bas de la rue, en bordure des champs, les constructions d'aujourd'hui étant postérieures à cette époque.
Le trajet représentait tout au plus 20 à 25 minutes de marche. Place Marengo, je passais devant Prise Unique, un des grands magasins de l'époque. Nous étions en 1950. Au cours de l'année, le magasin mit en place un stand de vente de glace devant l'entrée du magasin. C'étaient les toutes premières. J'étais tenté par ces glaces. J'aurais bien voulu les goûter, mais je n'avais que très peu d'argent de poche qui était destiné à l'achat éventuel de fournitures scolaires. Les glaces à la vanille, les seules qui étaient proposées à la vente, étaient servies, soit dans des cornets en gaufre comme aujourd'hui, au prix de 50 centimes de l'époque, soit au prix de 20 centimes, mais là, elles étaient distribuées dans des cornets en carton de couleur grise. Après de longues journées d'hésitation, je finis par craquer et je décidai d'en acheter une dans un cornet en carton. Je pus ainsi goûter ma première boule de glace. Il arrivait chaque semaine que nous ayons des moments libres durant les journées. Nous avions la possibilité d'aller en classe de permanence ou, lorsqu'aucun cours n'était prévu dans la matinée, comme externe, nous pouvions quitter le lycée. Nous nous retrouvions sur la place Beaulieu, une grande esplanade plantée d'arbres située devant l'entrée des bâtiments, et nous nous livrions à d'interminables parties de billes que l'on appelait le jeu de la capitale. Ce jeu consistait à creuser 5 trous, 4 trous sur les coins d'un carré d'1 mètre de côté environ. Un 5e trou était situé au centre du carré. Ce 5e trou représentait la capitale. À l'aide d'une agate que nous faisions rouler en la plaçant dans la main et en la propulsant à l'aide de notre pouce recourbé, il fallait, à tour de rôle, tenter de faire rentrer l'agate dans un des trous pour conquérir la ville, la capitale étant bien entendu la plus convoitée. Le jeu consistait également à éliminer l'agate d'un joueur concurrent en l'éjectant du jeu, toujours à l'aide de notre bille, après l'avoir touchée pour pouvoir la sortir du périmètre du jeu. Le lycée est situé sur un promontoire qui domine la vallée de la Charente en contrebas. L'esplanade devant le lycée donnait accès à un jardin très connu des Angoumoisins. Il s'étire en pente raide jusqu'au bas de la colline. Il se nomme le Jardin Vert. Nous aimions aller y jouer dans les allées. Quelques animaux en cage ou en liberté, des poissons rouges dans une sorte d'étang, et les vestiges d'un théâtre antique avec des gradins en pierre alimentent le lieu. Chaque année avait lieu à Angoulême une course automobile des Formule 1 de l'époque, nommée le Circuit des Remparts. Elle était très connue et très spectaculaire. Elle se déroulait en contrebas du lycée. Son départ se situait juste devant la cathédrale Saint-Pierre. Une grande tribune était installée pour l'occasion, juste devant la grille d'entrée principale du Jardin Vert. J'ai eu l'occasion d'assister aux essais la veille de la course. C'est ainsi que j'ai pu voir Juan Manuel Fangio et les autres coureurs célèbres faire vrombir leur bolide sur le circuit dans les célèbres lacets du rempart de Zex. Au cours du printemps, j'eus à nouveau des angines et je recommençai à manquer la classe. Finalement, en fin d'année, la sanction arriva. Le conseil de classe, au vu de mes résultats, m'imposa le redoublement de la classe de 6e. Il n'était pas question pour mes parents de me remettre en pension dans cette famille qui s'était si peu occupée de moi. Ils s'étaient également aperçus au cours de l'année que nous n'étions pas trop bien nourris. Au retour des week-ends, ma mère me donnait de quoi manger en sortant du lycée, en attendant l'heure du dîner. Il fut donc décidé que je serais interne au cours de cette seconde année de 6e. C'était à nouveau un changement de vie pour moi. L'année précédente, j'avais fait l'expérience d'une famille d'accueil. Cette fois, c'était la vie en collectivité qui m'attendait. Le lycée Blaise de Balzac était une grande bâtisse assez sinistre
construite sous François Ier, est devenue lycée sous Napoléon. Une tradition s'était peu à peu développée. Les nouveaux internes subissaient à chaque rentrée un bizutage qui consistait en une série de brimades. J'eus droit, comme mes petits camarades, au tape-cul. 2 internes, des élèves de 3e la plupart du temps, se saisissaient du jeune nouvel interne, l'un par les bras, l'autre par les pieds, et ils frappaient lourdement le garçon sur le sol. Ce mauvais traitement n'était pas le plus pénible. C'était plus vexatoire qu'autre chose. Il existait un autre traitement autrement plus douloureux. Ce que nous redoutions le plus, c'était la descente des escaliers sur le dos. Les grands nous emmenaient à l'étage et ils nous faisaient redescendre en nous tirant par les pieds. Nous recevions à chaque marche une violente secousse dans le bas des reins. Nous avions droit aussi aux pompes. Bien sûr, les surveillants faisaient mine d'ignorer toute cette maltraitance. Ils n'étaient jamais présents lors de ces séances d'initiation à la vie lycéenne. Mon père ne venait me chercher en fin de semaine que chaque quinzaine. Les semaines où je restais au lycée, peu d'élèves séjournaient à l'internat. Seuls les élèves collés pour cause de discipline, ou habitant loin de la ville, ne retournaient pas chaque samedi dans leur foyer. Le dimanche midi, le repas était légèrement amélioré par rapport au jour de la semaine. L'après-midi, un surveillant nous rassemblait et nous partions en promenade, alignés 2 par 2. Quelquefois, nous allions à une séance de cinéma. D'autres fois, le surveillant nous emmenait au stade Chanzy assister à un match de rugby. Nous n'avions pas la possibilité, comme les lycéens externes, d'aller sur la place Beaulieu, située devant le lycée, pour jouer à nos fameuses parties de billes. Par contre, nous avions trouvé le moyen de nous distraire en allant sur le petit terrain de sport qui se situait dans l'enceinte du lycée. Là, dans le bac à sable qui servait de sautoir pour les séances de saut en longueur et de saut en hauteur, nous façonnions un parcours en creusant le sable avec nos mains et nous jouions avec nos billes en les poussant à l'aide de notre index. Nous organisions ainsi des courses d'auto, les billes faisant fonction de Formule 1. Sur le même principe, à l'aide de pièces, nous organisions des parties de foot en jouant sur des tables dans la salle de détente mise à la disposition des internes. Chaque joueur disposait d'une pièce de monnaie et à l'aide de cette pièce, il fallait, toujours avec l'index de la main, frapper sur une pièce qui représentait le ballon et l'on devait ainsi diriger la pièce ballon vers le but, matérialisé en bout de table par des objets quelconques. Ainsi, les fins de semaine paraissaient moins longues. Certains dimanches, j'avais aussi la possibilité d'être accueilli chez Raymond, l'ancienne connaissance de jeunesse de ma mère. Raymond et sa femme étaient médecins. Ils avaient 3 enfants, 2 garçons et une fille. L'un des garçons avait été adopté. Olivier, le plus vieux, était d'1 an mon cadet, et je m'entendais bien avec lui. J'appréciais ces journées passées hors du lycée. Raymond venait me chercher le dimanche dans la matinée, et il me ramenait le soir après le dîner. Je profitais ainsi d'une vraie journée de détente en dehors de la vie d'interne. Les résultats comme redoublant ne furent pas brillants. Pour comble de malchance, j'eus à nouveau des problèmes de santé. Mon opération des amygdales ne m'empêchait pas d'avoir à nouveau des angines. Le spécialiste otorino consulté, le docteur Saurier de Saintes, s'est aperçu que j'avais une malformation du palais avec des cavités qui, en s'infectant, provoquaient ces angines à répétition. Il fallut donc me faire soigner et je manquai la classe durant quelques semaines. À la fin de l'année scolaire, j'obtenais tout juste la moyenne pour passer en 5e, mais avec de grosses lacunes dans de nombreuses matières. Mes parents décidèrent de me retirer du lycée et m'inscrivirent en 5e au cours complémentaire de maths.